Frexit ou esclavage? Nous ne sortirons de cette pseudo-crise économique que dans la mesure où nous prendrons notre destin à bras-le-corps en nous désolidarisant de l'Union européenne qui sape, par des contrats contraignants, la vie de 99% des citoyens, n'avantageant que cartels et multinationales. Examinons la situation actuelle et jetons un œil sur le passé. Cette situation est catastrophique pour des millions de chômeurs, alarmante pour des millions de sous-rémunérés, angoissante pour les actifs, causée par une économie qui ne cherche nullement à partager la production entre tous les citoyens, mais bien d'exiger des industriels producteurs un rendement financier maximal du capital investi, contraignant tous les employeurs à supprimer l'élément humain dans les processus de production. Non seulement le travailleur en est victime, remplacé par le robot, il ne touche plus un salaire décent pour vivre, mais l'argent prêté à l'industriel avec intérêt doit être remboursé. Or, c'est bien le capital prêté dans les conditions actuelles qui cause la plupart des misères, soucis et injustices, alors qu'existent d'autres méthodes économiques qui ont déjà fait dans le temps leurs preuves. Plusieurs économistes autodidactes ont bien démontré que la monnaie est émise par le fruit du travail, donc des produits cultivés, élevés, fabriqués, transformés, sans lesquels il ne peut y avoir d'échange. Il a été possible à l'Allemagne, à la Suède, de se rééquilibrer non pas par l'or, dont elles étaient démunies, mais bien par une réelle production qui créait au jour le jour la couverture de tous les crédits. À cette époque, le producteur n'était plus obligé de faire des avances de capitaux ou de recourir aux services de prêteurs exigeants. Il payait ses dettes quand il avait livré ses marchandises et en avait reçu le prix, un peu comme le font aujourd'hui les hypermarchés. Le crédit, qu'il soit avec intérêt ou pas, équivaut dans tous les cas à une création de monnaie. La dîme payée aux établissements bancaires ne confère aucune sûreté supplémentaire à l'opération. Pour que le crédit ne se traduise pas par une pure inflation monétaire, il faut que la production suive et se vende. Depuis 1973, il est bon de le souligner, l'État emprunte pour payer ses fonctionnaires, par exemple, alors qu'il a une garantie solide, les rentrées de ses divers impôts et taxes. Si le crédit le plus coûteux ne diffère en rien sur ce point du crédit gratuit, en revanche, l'intérêt des emprunts constitue pour les entreprises et l'État une lourde charge et engendre l'augmentation des prix et des impôts. En fin de compte, il est aujourd'hui établi que durant les années antérieures à 1935, les traites de travail avaient remplacé tous les autres effets de commerce et elles circulaient comme une véritable monnaie. Elles n'étaient confiées qu'à des entreprises capables de les mener à bonne fin. Ce préambule nous amène à quoi? À plusieurs réflexions, constatations imposant à tout citoyen et maire d'autres questions. En voici quelques-unes. La première est que l'argent n'a aucune valeur s'il n'a pas sa contrepartie en marchandises. Malgré le développement de la production de ces dernières années, l'État a cédé son droit régalien de créer la monnaie gratuite, abandonnant ce pouvoir aux banques, loi de 1973,
nous faisant payer le fruit de notre labeur. Nos banquiers sont de faux monnayeurs. Dixit Maurice Allais, prix Nobel d'économie, qui ruinent toutes les nations, alors que nous devrions jouir de prix 2 fois moins élevés et d'impôts 2 fois moins lourds. L'intérêt de notre dette, voilà la raison de la crise, que nous n'aurions pas à payer sans le diktat frauduleux des banquiers est d'environ 80 milliards d'euros par an. Avec cette somme qui croît sans cesse, nous pourrions nourrir 8 millions de personnes. Et nous ne parlons que des intérêts. Le capital dépasse les 2000 milliards. Si notre économie est aujourd'hui sclérosée, loi vétuste, la faute en incombe à tous nos politiques qui n'ont jamais tenté de sortir de l'impasse en anticipant sur les mutations rapides, technologiques, sociales et politiques. Demander aux citoyens de se recycler pour produire autre chose est fort aberrant, car que produire aujourd'hui alors que les produits abondent dans tous les domaines? Enfin, pourquoi Philippe Seguin, qui n'a rien d'un trublion, ne disait-il pas « Nous n'avons plus à chercher les bonnes recettes pour sortir d'une crise classique conjoncturelle. Nous devons nous préparer à une société nouvelle que l'on peut qualifier de post-marchande. Nous devons concevoir pour cette société une organisation qui satisfasse à 3 critères fondamentaux: donner à chacun un revenu, l'insérer socialement, lui garantir l'accès à la dignité. Un changement radical est inévitable. Il est clairement annoncé. Il s'agit en vérité d'une véritable révolution. La grande relève numéro 1069 d'octobre 2001. Et ce ne sont pas les articles 32, 63, 106, 121, 168, 169, 38 et 39 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui, malheureusement, ces traités, ces numéros, ne font qu'aggraver le système. François Asselineau, partisan de la sortie de l'Union européenne, l'a bien démontré dans plusieurs de ses conférences à Bordeaux, Toulouse notamment. Voir et écouter ses meetings d'avril 2017. Si j'ai collé sur ma voiture les documents de François Asselineau, c'est que j'avais senti depuis longtemps le danger de rester dans cette Union européenne. Il est évident que je ne l'ai pas fait au départ facilement, et puis je me suis dit, à ton âge, tu dois montrer l'exemple. Donc maintenant, si vous me voyez circuler avec ma voiture aux armes de François Asselineau, ne trouvez pas cela anormal. Moi, je reste avec les gens purs, avec les gens dignes, avec les gens incorruptibles. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir. Bébé.